Franklin Pichard à mes côtés en plateau pour poursuivre la discussion sur le plan des marchés, notamment directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Oui, je le disais, les réunions de Banque Centrale, c'est loin, c'est dans un mois, et entre-temps, on aura quand même beaucoup de nourriture microéconomique avec les résultats des entreprises qui vont revenir sans doute à partir de la semaine prochaine et de la suivante pour les résultats aux États-Unis et en Europe. Franklin, en attendant, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser du marché en ce début de deuxième trimestre, après un mois de mars, encore une fois, qui a apporté son lot d'événements, d'incidents bancaires. Pour autant, le mois de mars n'a pas été un mois si négatif que ça pour les marchés actions. Et on notera quand même que les indices actions en Europe, le CAC 40 par exemple, restent très proche de ces sommets historiques qui ont été atteints il y a quelques semaines à peine. Oui, tout à fait. On avait atteint un plus haut historique le 6 mars à 7400 points. On l'a frôlé il y a 2 jours. On n'arrive pas à franchir ce niveau. On voit que les marchés immédiatement prennent peur, n'ont pas suffisamment de drivers. Peut-être qu'il faudra la saison des publications pour leur donner plus de courage. Mais au-delà même des propres résultats, c'est ce que Frédéric vient de dire à l'instant, qu'on a entendu depuis très longtemps, mais que personne ne voulait écouter. Cette crise laissera des traces sur les marges des entreprises. Or, on nous l'a annoncé, et je me répète, mais on nous l'avait annoncé lors des publications du T2 avec les premiers effets qu'on attendait du conflit en Ukraine. Ça fait un an, hein. Ça fait un an que chaque trimestre, on attend de voir la dégradation, l'impact, la baisse des marges. Et puis, il ne s'est rien produit. Alors, effectivement, il y a un changement de mentalité auprès des investisseurs parce que là, pour le coup, les indicateurs économiques sont en train de pas de se retourner, mais en tout cas de montrer des signes de faiblesse. Et on voit les gérants derrière qui changent un peu leur fusil d'épaule, qui réorientent un petit peu leur portefeuille. On l'a vu hier, on a vu les cycliques, les valeurs industrielles qui baissaient de plus de 4%. Renault, Legrand, Saint-Gobain, toutes ces valeurs qui marchaient, qui étaient plutôt alertes, qui marchaient plutôt pas mal depuis quelques temps, eh bien, là, elles ont marqué le pas. Si, effectivement, il y a une crise, si ces boîtes-là n'arrivent pas à sauver leurs marges et puis que les consommateurs viennent à bouder les produits, eh bien, il faut peut-être revoir un petit peu sa copie. Et on voit, et c'est typique, et c'est à chaque fois la même chose, on voit les valeurs de santé, on voit les valeurs défensives qui caracolent, à l'image de Sanofi. Et je fais mon mea culpa. Il y a une quinzaine de jours ou un mois, je prenais des bénéfices sur Sanofi parce que le parcours avait été très beau. J'avais pas anticiper le fait qu'on franchirait les 100 € sur Sanofi, mais effectivement, il y a un sentiment global de repli sur des valeurs pérennes en cas de trouble de la période économique. À ce stade, c'est un positionnement de conviction des investisseurs, cette recherche de valeurs ou de secteurs plus défensifs, ou est-ce que ça peut être juste peut-être une position d'attente avant d'y voir un peu plus clair suite aux résultats, suite aux décisions prochaines des banques centrales, etc. Alors, c'est la 4e fois qu'on nous parle de récession. Donc, aujourd'hui, je pense que l'état d'esprit et la mentalité des investisseurs, je parle avec des gérants de fonds, vous aussi, et puis des gérants qui ont des clients et le retour de nos clients, on n'a pas trop envie quand même de faire des changements structurels dans les portefeuilles parce qu'on s'est trompé, le marché s'est trompé 4 fois, où les anticipations des stratégistes et des économistes ont été des erreurs à 3 reprises. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une 4e erreur? Donc il faut quand même faire attention. Et d'ailleurs, on le voit, les banques qui baissaient il y a quelques jours repartent aujourd'hui. Le secteur automobile qui baissait hier, on vient de le dire, avec Renault, Stellantis et compagnie, repart aujourd'hui. Donc on est... Voilà, on ne peut pas avoir de position tranchée sur la composition et les arbitrages à faire. D'abord, ça coûte des frais à chaque fois. Et donc, on est obligé d'anticiper et de faire attention de ne pas faire des allers-retours pour rien. C'est important. Ouais. Dans ce phénomène de rotation aussi, on l'a vu, alors le marché obligataire, lui, a quand même remonté d'un cran avec des taux qui sont en baisse depuis plusieurs jours maintenant. Et tout de suite, il y a quelques secteurs emblématiques qui repartent fortement. La tech, par exemple, aux États-Unis, mais aussi des valeurs du luxe chez nous en Europe qui, pour certaines, ont retrouvé des niveaux de prix historiques.
Alors, si on commence par le dernier secteur que vous venez de citer, le luxe fait figure de valeur refuge aujourd'hui. Ouais. Et puis, vous regardez les analyses de brokers, j'en ai vu passer où Hermès a un objectif à 2100 et LVMH à 1000 euros. Donc, effectivement, les investisseurs continuent encore de rentrer sur ces titres, pour ne parler que des LVMH, ça fait 5 trimestres qu'on publie avec entre 18 et 20% de croissance à chaque fois. Donc les investisseurs se disent, là aussi, il y a quelque chose d'embarqué, le fameux pricing power qui continue bien fonctionner, et puis une croissance des ventes, pas simplement des marges. Aussi, c'est carton plein dans tous les domaines et à tous les étages. Oui, c'est des secteurs dont on n'a pas de doute sur le pricing power. Ils l'ont déjà démontré dans l'histoire longue. C'est pas un sujet pour eux. C'est pas des gens qui découvrent la notion de pricing power dans le luxe aujourd'hui. Non, ils le revendiquent et ça fait partie de leur ADN. Et puis, n'oublions pas qu'on a eu quand même, maintenant, il y a quelques mois, la réouverture de la Chine, qui est quand même, et on a eu des indicateurs économiques chinois ce matin, qui étaient plutôt bons, qui contribuent à mettre un petit peu de sérénité. Parce que là, effectivement, tout le monde se focalise, on parle du ralentissement aux États-Unis, mais on a eu des bons chiffres en Chine et on a eu des bons chiffres en Europe ce matin. Donc, voilà, tout n'est pas noir, mais effectivement, il y a des secteurs qui nécessitent des réajustements. Et vous évoquiez, par exemple, les technos. Concernant les technos, que ce soit le Nasdaq aux États-Unis, qui, après avoir eu une année noire l'année dernière, a rebondi et reprend de la vigueur, tout comme nos valeurs techno en Europe et à Paris. On voit le retour en grâce de ST Micro, par exemple, qui avait été quand même bien sanctionné l'année dernière, qui reprend 40%. C'est ça, c'est déjà des performances incroyables. incroyables. Et d'autres, Dassault Systèmes, revoient flirter avec les 38-39 euros. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Donc, il y a effectivement un intérêt pour les valeurs un peu défensives, la santé, d'autres, les valeurs en retard, les technos, et puis des valeurs pour lesquelles, comme on l'évoquait, on ne s'est pas posé de questions. Et puis également, évidemment, le retour en grâce de l'énergie avec la hausse du pétrole et Total Énergie, qui est quand même un poids lourd de la cote et qui, à lui seul, quand on monte de 6%, a une influence sur l'évolution du CAC. Oui, très clair. Oui, la décision surprise de l'OPEP+, a redonné un petit coup de dynamique au secteur pétrole et gaz, qui, après une année 2022 spectaculaire, connaissait un début d'année un peu plus mitigé par rapport, plus mou. Voilà, exactement, par rapport à d'autres secteurs. Et puis un mot, alors ça a été l'actualité hier, effectivement, mais c'était quand même une décision stratégique intéressante de la part de Sodexo de se diviser pour coter séparément, courant 2024, sa division tickets restaurants et chèques cadeaux. Le marché adore visiblement ce genre d'annonces et d'opérations. Alors le marché les adore à double titre. D'abord parce que quand vous êtes un énorme mastodonte avec des métiers différents, vous avez une décote de holding et que le marché préfère des pure players. Je fais un métier, il est coté, je peux le comparer à d'autres secteurs du même secteur dans différentes zones géographiques. Donc ça crée une lisibilité qui est quand même beaucoup plus facile en termes financiers. Et puis, si on remonte un petit peu plus loin, si on se rappelle 2010, en 2010, vous aviez Accor qui avait introduit Edenred. Edenred, c'était les tickets restaurants. Et si vous regardez Accor en 2010, le titre valait à peu près 25 euros, il en vaut à peu près 29 aujourd'hui. Si vous regardez Edenred en 2010 avait été introduit à 12 euros, il en vaut 56 aujourd'hui. Quasiment x5, x4,5 on va dire. Ce que se disent les investisseurs, effectivement, déjà Sodexo, dans une période de léger trouble d'environnement économique, déjà, c'est du défensif parce que vous avez 55% du chiffre d'affaires qui n'est pas dépendant de l'évolution... La conjoncture économique. La conjoncture, c'est-à-dire, on fournit les hôpitaux sont toujours pleins, et les écoles sont toujours pleines. Donc, vous avez une sorte de pérennité qui fait que vous avez aussi des investisseurs qui reviennent sur ces titres-là. Et puis d'autres qui se disent ça va créer de la valeur, on va aller sur Sodexo et puis on attendra l'introduction qui, rappelons-le, ne se fera qu'en 2024, courant 2024. Donc c'est un ensemble de choses qui restent favorables. Et si on veut continuer très rapidement sur un dernier spin-off, reprenons Porsche,
Oui, bien sûr. C'était en octobre dernier. Eh bien, Volkswagen, entre octobre et maintenant, a baissé, puisque le cours est passé de 170 à 153. Et pendant la même période, Porsche a été introduit en octobre à 85 et vaut aujourd'hui 117 €. Il y a rarement des déceptions dès qu'on est sur des spin-offs et donc des opérations qui vont ce côté. C'est plutôt créateur de valeur. Ouais, surtout que souvent on détache effectivement des activités dont on estime qu'elles sont mal valorisées dans l'ensemble du groupe et qui sont souvent plutôt des activités ou avec un régime de croissance plus élevé que la moyenne du groupe ou des activités d'avenir également prometteuses, porteuses. Et c'est vrai que ce phénomène, on le voit dans l'automobile, on le voit dans l'énergie. Tout le monde veut essayer de séparer ce qui est l'historique d'activité de l'entreprise qui appartient un peu au passé, et puis des activités plus modernes, contemporaines, tournées vers les transitions énergétiques, électriques, etc. C'est quand même des phénomènes qu'on retrouve dans plusieurs industries. Oui, et puis pour en revenir à Sodexo sur les services prépayés, le sens de l'histoire, aujourd'hui, les entreprises veulent garder leurs salariés, elles sont beaucoup plus généreuses dans les tickets cadeaux, les chèques cadeaux, tous les avantages un petit peu en nature, et ça, effectivement, comme vous le dites, c'est une industrie qui est amenée à se développer très très fortement dans les prochaines années. Merci beaucoup Franklin Pichard qui était avec nous en plateau, le directeur général de Kipling Finance qu'on retrouve toutes les 2 semaines, le jeudi, dans l'émission de la mi-journée entre 12h30 et 13h. Merci encore Franklin. Voilà pour cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont calmes, sans prise de risque particulière, à la veille d'un week-end qui sera un week-end de 4 jours pour la plupart des pays et des marchés européens. Week-end pascal et des indices qui sont légèrement positifs à mi-séance, plus 0,25% pour le CAC 40. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir, évidemment, à 17h en direct.